Je pense que le cerveau, c'est vraiment l'organe qu'on comprend le moins bien et pour le moment, personne ne peut expliquer comment vous avez là pour le moment des perceptions, des pensées, des émotions. C'est un des grands mystères, comme l'origine de la matière, l'origine de la vie. Comprendre la conscience reste pour nous un énorme défi et on ignore même ce qu'on ignore. Est-ce qu'on a compris 5%, 50%, 0,005%? Je pense que c'est vraiment un continent, le cerveau, la pensée, qui mérite plus d'attention et avec l'équipe, c'est ça notre mission, essayer de mieux comprendre pour ensuite mieux prendre soin des personnes justement avec des blessures au cerveau, à l'esprit. Les études sur l'expérience de mort imminente font partie aussi de ce défi à mieux comprendre la conscience chez des personnes qui, après un coma, on pensait qu'ils étaient inconscients et après ils nous racontent ces histoires extraordinaires. Donc à nouveau, il y a le défi clinique, c'est des situations qui changent la vie, la vision de la vie, de la mort, mais il y a aussi l'intérêt scientifique. Comment est-ce qu'un cerveau qui souffre, vous avez un arrêt cardiaque, 10% à peu près, va après avoir ses souvenirs extraordinaires, comment l'expliquer? Le cerveau qui a tellement besoin d'énergie, il n'y a plus de sang qui va vers le cerveau, on pense que ce n'est pas possible d'avoir n'importe quelle perception, et il y a quand même ces souvenirs tellement détaillés, tellement riches, donc peut-être qu'il faut moins d'activité cérébrale qu'on a pensé historiquement pour qu'il y ait conscience. Et cette erreur historique de dire la conscience c'est tout ou rien. Ce n'est pas noir-blanc, vous pouvez être un peu conscient. Et on est limité, les nouvelles technologies, ces scanners, et là notre équipe a beaucoup participé à démontrer qu'il y a parfois plus d'activité cérébrale qu'on pensait chez des personnes dites dans le coma. Et donc c'est ça qui nous fascine, c'est d'essayer de mieux caractériser qu'est-ce qui se passe vraiment lors de l'expérience de mort imminente. Un autre problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça se produit. Est-ce que c'est quand la personne est en train de perdre conscience, quand il se réveille, entre ces deux moments où parfois il reçoit des médicaments qui peuvent le faire halluciner, il peut faire de la fièvre, qui le fait délirer. Donc c'est très très compliqué. On parle d'un souvenir et il y a beaucoup de biais, mais je pense quand même que l'erreur historique aussi, pour nous médecins, soignants, mais aussi scientifiques, c'est de dire c'est n'importe quoi. On n'a pas pris le sujet assez au sérieux. Et donc il y a beaucoup de films, beaucoup de livres, mais très peu de recherche scientifique. Il faut appliquer la méthodologie scientifique dans un domaine compliqué, certes, mais on ne peut pas juste ignorer ou considérer que c'est trop difficile. Je pense que quand la science va s'auto-censurer, ça c'est jamais bon. Et donc même si c'est un domaine compliqué, on touche même à la frontière entre science et religion. On parle d'une éventuelle vie après la mort. Et donc ça a été un défi pour nous, mais je pense que c'est important de faire cet effort-là. Je ne suis pas satisfait avec la définition actuelle d'expérience de mort imminente. Et d'ailleurs, Charlotte Martial a proposé une nouvelle échelle pour essayer d'être plus spécifique. Moi, j'ai juste cette fascination d'essayer de comprendre un phénomène qui est réel. On ne peut pas dire que toutes ces personnes, ils vont pas mentir. Ils ont vécu quelque chose. On a ces mêmes récits ou similaires sur toute la planète. Et puis, comment vraiment l'expliquer, le comprendre. Donc là, il faut vraiment une théorie. On y travaille, on n'y est pas encore. Et pour moi, cette réalité physiologique n'a pas eu assez d'intérêt scientifique. Alors en effet, on va poser la question à toute la planète. Est-ce que vous avez eu
cette expérience. D'ailleurs, si je peux faire un appel à témoins, si vous regardez cette émission et que vous avez une expérience de mort imminente ou vous connaissez quelqu'un, contactez-nous. NDE, Near Death Experience, @uliège.be. On en a maintenant des centaines, mais nos chercheurs, dont Dr Charlotte Martial, ils ont besoin d'encore plus de témoignages avec un maximum de détails cliniques, parce que le sujet est compliqué. Ces témoignages sont importants, mais ça peut aussi être biaisé, parce que c'est des personnes qui nous disent « moi j'ai eu, il y a des mois, il y a des années, il y a des décennies, quelque chose. Comment faire ?» Puis ici au CHU de Liège, on va demander à toutes les personnes qui survivent les soins intensifs et qui ont un coma, est-ce que vous avez des souvenirs? Et peut-être certains sont des expériences de mort imminente, et donc là c'est une étude qu'on appelle prospective. Maintenant, le défi c'est, on ne peut pas mettre ces personnes dans un scanner ou quand ils font un arrêt cardiaque, il y a d'autres priorités. On va les réanimer et on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Et donc, par tous les moyens possibles, on va essayer de provoquer une partie de cette expérience. Par exemple, on a une étude où on va induire une syncope. Je peux vous faire tomber dans les pommes, vous perdez connaissance à l'hôpital avec des intensivistes, médecins, réanimateurs présents, mais avec 250 électrodes sur la tête, ce qui me permet de voir qu'est-ce qui se passe quand vous perdez connaissance. Est-ce qu'il y a une différence chez ceux qui, quand ils se réveillent, ils disent « Wow, je me suis senti bien, j'ai vu cette lumière, je me suis peut-être vu de l'extérieur ». Ça nous permet d'avancer, de tester nos hypothèses. On va aussi, pour ceux qui ont une expérience de mort imminente, les inviter à revivre le phénomène, lors de l'hypnose par exemple. On va aussi donner des médicaments, comme la kétamine, qui fait halluciner. Et ça, on peut le faire dans une IRM fonctionnelle. On peut voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. C'est clair que ce n'est pas une vraie expérience de mort imminente, mais c'est quand même différentes pistes pour essayer d'avancer dans ce domaine, qui est plus compliqué que l'étude du sommeil et du rêve, par exemple. Une question qu'on se pose aussi, par exemple, c'est est-ce que c'est vrai qu'il y a des différences culturelles? On travaille avec l'Inde, avec des pays maghrébins, musulmans, et pour le moment, ça reste anecdotique, mais il semble que cette notion de lumière, ici, est souvent interprétée comme un tunnel. En Inde, on va plus parler d'une rivière, dans le monde musulman, d'une porte. Est-ce que c'est vrai? Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui, des études internationales multicentriques, permettent de documenter. Est-ce que si vous êtes croyant ou pas, ça va influencer le phénomène? Pour le moment, on n'a pas l'impression, mais c'est clairement justifié d'augmenter nos efforts. C'est un problème difficile où je ne pense pas que c'est une seule étude qui va nous donner toutes les réponses. Et donc c'est pour ça qu'on regarde de tous les moyens possibles, de manière rétrospective, un appel à témoins, prospectif, tous les survivants des soins intensifs, on pose des questions, faire revivre ces personnes, certains composantes peut-être, comparer différents états. Donc je crois dans cette approche qui va combiner différentes informations. Il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, cette partie-ci, elle est aussi importante pour donner une sorte d'intégration de mon corps et son rôle dans l'espace. Si je vais stimuler ceci chez des personnes saines, ils peuvent avoir des expériences de décorporation. Ils peuvent avoir cette idée de se voir de l'extérieur. L'autre côté, cette même région, si je vais la stimuler, peut provoquer le sentiment qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un là. Ici, les parties plus visuelles, si les connexions vers ces régions-là sont abîmées, je vais avoir une vision en tunnel. Il y a l'hippocampe, très sensible au manque d'oxygène, très important pour la mémoire. Ces personnes qui racontent « j'ai vu le film de ma vie ». À nouveau, c'est une piste intéressante. Aussi, les noyaux amygdaliens, l'amygdale, important pour les émotions. Essayer d'expliquer pourquoi ces personnes se sentent
tellement bien. Ils ne trouvent même pas les mots pour dire comment leur expérience était incroyablement positive, parfois ou pas. Et donc, plusieurs possibilités pour nous d'essayer d'avancer, mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment une expérience de mort imminente classique dans une IRMF, dans un PET scan. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'activité, ce que je peux vous montrer, c'est que l'expérience de mort imminente ne se passe pas là. Ça, c'est la mort cérébrale. Vous avez un cerveau normal qui consomme énormément d'énergie. On injecte du sucre radioactif et on voit comment ce cerveau consomme du sucre. Ça, c'est votre cerveau en ce moment. Ici, quelqu'un qui a un traumatisme crânien ou un arrêt cardiaque très grave, qui a une mort cérébrale, le cerveau, là, il est vraiment mort. Il est vraiment sans activité aucune. Mais là, aucun patient qui avait vraiment les critères d'expérience de mort imminente est revenu avec l'histoire qu'il a un souvenir. Quand vous êtes en mort cérébrale, vous êtes mort et j'invite chacun qui nous regarde à réfléchir, est-ce que je m'enregistre comme donneur d'organes? Parce que là, il y a une preuve scientifique de vie après la mort, c'est le don d'organes. Je pense que c'est notre obligation comme citoyen d'anticiper cet événement. Là, c'est quelqu'un qui a un arrêt cardiaque et qui est dans le coma. Vous voyez, c'est un cerveau qui souffre, les couleurs sont bleues, c'est une diminution massive et globale, c'est à peu près la moitié de l'activité mesurée à l'éveil normal, mais ce n'est pas zéro. Et donc, ce qui me fascine, c'est comme un cerveau qui est comme ça, abîmé, dysfonctionnel, arrive quand même à, après, nous raconter ces histoires extraordinaires. Et donc, là, c'est quelqu'un qui a un coma. Qu'est-ce qui se passe réellement lors de l'expérience de mort imminente et dans ces fameux réseaux de la conscience? Pour le moment, on essaye, mais on n'y est pas encore parvenu. C'est évidemment des conditions difficiles qu'on a un peu compliquées pour des raisons éthiques de le reproduire dans notre laboratoire. Je n'aime pas des collègues qui disent « c'est n'importe quoi, on a déjà compris, c'est un manque d'oxygène, c'est telle ou telle substance chimique ou récepteur dans une partie du cerveau ». Je ne pense pas qu'on puisse dire « on a compris vraiment l'expérience de mort imminente ». Donc il faut plus de recherche, plus de curiosité. Je n'aime pas non plus les collègues ou les personnes qui disent « c'est impossible, c'est impossible ». Et puis, vous regardez dans le cerveau, la conscience n'est pas dans le cerveau, il y a une conscience cosmique, c'est l'âme qui quitte le corps, vous n'allez jamais pouvoir le mesurer. Peut-être, mais ça me semble aussi être un peu dogmatique. Je trouve aussi que ça manque de curiosité. Et donc, on essaye de trouver ce juste milieu, de dire c'est compliqué, la seule chose qu'on veut faire, c'est appliquer la méthodologie scientifique, c'est-à-dire on va confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer, mais avec un esprit ouvert. C'est clair que là, le cerveau, il est important. Comme neurologue, je le vois tous les jours. Si vous avez une blessure au cerveau, eh bien, ça change. Vos perceptions, vos émotions, vos pensées, on ne peut pas nier cette réalité-là. Je suis très heureux quand j'ai une chirurgie que l'anesthésiste me rend inconscient avec des médicaments. Donc, ce cerveau, il est clairement important. Mais tant qu'on n'a pas vraiment compris ce grand mystère de la conscience humaine, je pense qu'il faut juste rester curieux et faire de la bonne science où on teste nos hypothèses, où on fait des mesures dans un domaine qui est certes l'un des plus compliqués, c'est essayer de comprendre la conscience humaine. Vous parlez, ici dans l'équipe, on a des docteurs en physique qui me parlent alors qu'à un moment, ça devient plus compliqué. La matière devient énergie, devient onde, devient... Et donc c'est ça qui est fascinant. Si on parle de la vie, il y a des prix Nobel, Watson et Crick pour le double hélix, l'ADN, c'est formidable, c'est de la vraie science, ça nous aide beaucoup. Et puis quoi? Est-ce que ça a vraiment compris? Est-ce que ça a vraiment permis de comprendre la vie, de la réduire à nos chromosomes, à notre ADN? Non, ça a ouvert encore d'autres portes, d'autres questions. Et c'est ça, il faut juste accepter qu'on a certains moyens de mesure,
un peu comme Galilée, il avait des bons télescopes et il pouvait regarder là les lunes d'autres planètes et tester ses hypothèses. Là, nos télescopes, c'est des scanners qui zooment sur ce cerveau, mais je n'ai pas la machine que je veux, qui va me permettre à la milliseconde près de regarder qu'est-ce qui se passe dans ces milliers de milliards de synapses, dans cette soupe de neurotransmetteurs. C'est très compliqué. Et donc, je dépends d'IRM, de PET scan, d'électroencéphalographie. C'est tout des mesures indirectes, c'est bien, mais on n'y est pas encore. Alors parfois, on va me traiter de réductionniste, de matérialiste, ou d'autres de moniste, encore parfois de dualiste. Je n'aime pas ces étiquettes, c'est ist. Qu'est-ce que ça veut dire? La seule étiquette que j'accepte, c'est celle du chercheur, qui essaye d'avancer. Ça, j'y crois. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Je dois faire la séparation entre le chercheur qui dit « voici les résultats des études » et puis ma conviction personnelle, mais qui est une opinion. Je peux croire, mais là on parle d'une croyance. Et moi j'ai décidé de ne pas devenir prêtre, de ne pas devenir philosophe, mais scientifique. Et là, tous les jours, on remet en question les vérités d'aujourd'hui qui ne sont pas absolues et qui peut-être demain vont être différentes. Plus récent pour nous, c'est l'étude de la méditation. Ça, c'est grâce à Matthieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, le traducteur du Dalai Lama, mais aussi un scientifique. Il a une thèse de doctorat à l'Institut Pasteur. Il est devenu un ami, je l'ai rencontré en 2013. Il est venu ici comme cobaye en 2015 et on l'a mis dans tous nos machines. D'ailleurs, ici, j'ai son cerveau. Donc, on a une impression 3D d'un cerveau qui est important pour moi, celui du grand moine bouddhiste Matthieu Ricard, qui a médité plus de 60 000 heures et c'est un athlète de l'esprit. Cela nous permet de mieux comprendre comment la méditation change notre matière grise. Et dans d'ailleurs un livre que j'ai écrit pour le grand public, La méditation, c'est bon pour le cerveau, qui va bientôt être traduit en anglais, alors je peux vous envoyer une copie, on a utilisé Matthieu Ricard, le grand moine bouddhiste, pour montrer un peu qu'est-ce que ces grands laboratoires dans le monde scientifique ont démontré. Et clairement maintenant, on peut pas dire que c'est quelque chose d'ésotérique, que c'est n'importe quoi. La méditation change votre matière grise. Des réseaux spécifiques en fonction de l'exercice que vous faites. Si vous faites une méditation d'attention focalisée, sur la respiration par exemple, vous allez voir ces réseaux-là qui changent. Si vous faites la méditation de compassion, ce qui est le favori de Matthieu, Loving Kindness, vous voyez des parties du cerveau importantes pour réguler les émotions qui vont changer. C'est comme quand vous faites du sport. Vous allez au gym, vous entraînez le biceps, vous le voyez. Vous allez courir, c'est d'autres muscles. Donc la méditation, c'est un peu comme le sport. En fonction des exercices, vous allez vraiment entraîner différents réseaux de votre cerveau. Même au niveau des chromosomes, on voit maintenant qu'il y a des changements. Ça, c'est fascinant qu'on commence à comprendre ces mécanismes et puis on peut les utiliser en clinique. Je prescris maintenant de la méditation. Et donc, voilà, il ne faut pas être un moine bouddhiste. Vous et moi, si vous faites déjà 8 semaines de méditation, ce qu'on appelle Mindfulness-Based Stress Reduction, des programmes standardisés, ont permis aux chercheurs d'identifier que ça change, comme on peut le voir avec nos machines en imagerie fonctionnelle, la matière grise, et les connexions à l'intérieur de ce cerveau. Par exemple, a été démontré que l'hémisphère gauche et droit, qui communiquent à travers des fibres, eh bien, quand vous méditez beaucoup, vous avez plus de fibres. Vous avez un cerveau qui est plus connecté. Et donc, tout cela, je trouve, c'est fascinant. Avec Matthieu, nous avons fait une étude où on stimule son cerveau avec un aimant très puissant, on voit l'activité électrique qui change, c'est un test qu'on utilise chez des personnes dites dans le coma, et là, pour la première fois, un être humain était capable de changer notre mesure dans un sens ou dans un autre en fonction de son type de méditation. C'est ce qu'on a publié avec Matthieu Ricard aussi comme co-auteur, et donc une belle illustration de cette force mentale, l'influence sur le cerveau, le reste du corps, notre système immunitaire, le stress. C'est clair que c'est compliqué, mais on ne peut plus dire
ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas être en lotus pendant 40 minutes. On fait ce qu'on peut. Je peux le faire sur cette chaise. Je vais juste prendre quelques respirations. Ma fréquence cardiaque diminue, ma tension artérielle. Si je mets un cathéter, je mesure les hormones de stress, cortisol, noradrénaline, ça va diminuer. Et le stress chronique, c'est pas bon. Il n'y a pas de maladies qui ne sont pas aggravées ou des symptômes par le stress. Et donc, voilà une technique. Il y a des pensées, mais je vais les observer. Si je peux faire la même chose avec mes émotions, je n'y arrive pas encore tout le temps, mais si j'arrive à dire là je suis fâché, là je suis triste, mais du coup je suis moins triste, moins fâché, parce que le cerveau il n'est pas bon dans le multitasking. Et donc voilà quelques exercices qu'on peut alors apprendre à faire dans la vie de tous les jours. Je le fais à ma consultation entre deux patients. C'est des consultations qui sont difficiles, on discute de coma, de fin de vie. Donc, reconnecter à mon souffle, prendre une petite pause. Mais je peux le faire dans le train. Et je crois beaucoup dans cet aspect-là. Et donc, mettez pas la barre trop haute, on fait ce qu'on peut. Les études montrent que là aussi, la méditation informelle a des effets. C'est clair que ce n'est pas le but que tout le monde devienne un moine bouddhiste. On insiste sur l'apprentissage. Et ils n'ont pas appris, comme moi, à s'intéresser à leur bien-être, à prendre soin d'eux, à prendre soin des autres, ces relations avec l'autre qui parfois est tellement compliquée. Et je pense qu'investir plus dans cette intelligence émotionnelle devrait faire partir du cursus structurel. Au Portugal, ici, il y a des profs de gym. À l'école, il y a des heures obligées de bouger. Et c'est très bien. Mais pourquoi pas avoir des profs qui permettent aux jeunes de prendre soin de leur bien-être émotionnel? Je pense qu'on néglige vraiment le mental et on est trop dépendant parfois sur ces médicaments. J'ai des collègues, parce que dans mon métier de soignant, on est à risque de burn-out. On le voit maintenant, on en parle beaucoup. J'ai 2 collègues qui se sont suicidés. Le suicide reste un vrai problème. En Europe, beaucoup trop de jeunes vont se suicider. C'est horrible et on le sait depuis très longtemps et je trouve qu'on ne fait pas assez. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus de pression. Vous n'êtes plus jamais à l'abri. Et donc, pourquoi continuer à négliger quelque chose de tellement fondamental? On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de ces superordinateurs, et on néglige, je pense, ce qui nous différencie de ces machines. C'est justement notre côté émotionnel, irrationnel, intuitif. Un ordinateur, il a plus de capacité à apprendre, à mémoriser, et pourtant on continue aux écoles de ne pas mettre l'accent sur ce qui compte vraiment, c'est ce qui nous rend un être humain, un animal finalement, où je pense que depuis l'industrie, la révolution industrielle, l'homme, avec Descartes déjà qui se met au-dessus de l'animal, on serait les seuls avec l'âme, avec un esprit, les autres, c'est comme des automates. On va utiliser la nature, l'exploiter. Les animaux, ils sont, au Portugal comme chez nous, des objets. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui va pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut plus investir. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle dans la société de demain. Je ne veux pas être traité par un robot. Je ne veux pas devenir un robot. Et je suis en manque de cultiver, d'être attentif à mon bien-être émotionnel et mental.